Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Amael. Est-ce que vous, de l'autre côté du poste de radio, pouvez dire que vous êtes une personne engagée ? Engagée dans quoi ? L'engagement, c'est quoi ? L'engagement, une définition impossible. Eh bien, c'est la question et c'est le titre du nouveau cycle de conférences de l'association universitaire Les 4 Vents, avec plein de rendez-vous à venir en novembre, dont on va vous parler ce matin, en compagnie de 2 membres de l'association Les 4 Vents. Laure-Christine Maury, bonjour. Bonjour Amael. Il y a Ibrahim Nimaga, bonjour Ibrahim. Bonjour tout le monde. Et puis un autre invité, Eric Conus, entrepreneur aux pompes funèbres Conus, qui lui va nous parler de son métier et puis de cette notion justement d'engagement autour de ce métier particulier. Bonjour à vous Eric Conus. Bonjour Amael. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Un tout petit mot, Laure-Christine, peut-être simplement pour replacer encore une fois l'association des 4 Vents de l'université. D'accord, alors avant, peut-être juste un petit mot pour contextualiser. Je suis toute traqueuse à l'idée d'être ici, mais bon, au cas où, on est bien accompagné, enfin je suis bien accompagnée, il y a les pompes funèbres pour assurer la suite. Oui, parce qu'en plus, Eric Conus, il sait réanimer les gens, vous voyez, voilà. Il sait donner les premiers secours. Je me sens en sécurité. Ouais. C'est ça. Aussi, s'il y a besoin. Vous sauvez. Ouais. Merci Laure-Christine. Respirez un bon coup et puis parlez-nous des 4 Vents. Les 4 Vents. Alors les 4 Vents, c'est une association qui fête cette année son 23e cycle de conférences, débats, événements. C'est une association qui a été créée donc en 2007. On est lié à l'université, mais je tiens tout de suite à dire que on a envie de sortir et puis de diffuser de l'information, diffuser le débat sur la place publique, faire des ponts entre l'université, cité en fait. Donc voilà. Et de vulgariser les choses. Vulgariser les choses, c'est vraiment notre envie. On a envie en fait de créer en fait des débats, de les partager avec le public, en invitant des experts qui ont quelque chose à partager et qui ont envie de sortir, je dirais, de la salle de classe. Donc on a des intervenants qui sont issus du milieu académique, mais qui sont aussi de la pratique. Quelques mots au sujet de notre équipe. Donc nous sommes une équipe de bénévoles. On travaille aussi avec des intervenants qui le sont, et puis on a envie d'offrir en fait notre réflexion. On a envie d'offrir aussi le plaisir qu'on a eu à construire, par exemple, ce 23e cycle, parce qu'on a adoré collaborer tous ensemble. Donc le message, c'est aussi de dire que ce ne sont pas des conférences ou des rendez-vous qui sont réservés à des spécialistes ou à des universitaires, mais qui sont bel et bien ouverts à toutes et à tous. Absolument, parce que justement, il faut pas mettre la connaissance tout en haut, la rendre inatteignable en fait, parce que le débat critique doit justement être diffusé de manière très large. Le tout, on le fait pour lutter contre justement ce qu'on dit toujours, la fast information. On a envie de creuser l'information, on a envie d'être d'accord, d'être pas d'accord. Le tout avec cordialité aussi, ouais. Et puis bienveillance. Donc voilà, donc en fait c'est un travail, c'est tout un apprentissage en fait. Merci Laure-Christine. Quand vous dites que vous avez eu beaucoup de plaisir à préparer ce cycle de conférences, l'engagement, moi j'aurais plutôt envie de dire waouh, ça a dû être difficile, parce que finalement l'engagement c'est une thématique tellement large qui peut nous emmener partout. Comment vous êtes parti sur ce thème, Ibrahim? En fait, donc en début d'année, on a écrit à l'association de quartier du quartier d'Alt. Parce qu'on voulait éventuellement collaborer avec eux, on raffole les collaborations, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer cette année. Et puis quand on leur a posé la question, assez rapidement, le thème de l'engagement est arrivé. Et puis donc voilà, ça a fait tilt aussi, ça fait écho chez nous. Du coup, on a choisi ce thème-là pour notre 23e cycle. Mais quel rapport avec le quartier d'Alt ? C'est une association en fait qui font, pour moi, c'est un des bons exemples en fait d'engagement. L'association, l'engagement associatif pour la vie de quartier. D'accord. Ils sont pas mal actifs, faut pas dire hyper actifs, avec d'autres associations de quartier. Ouais. Et puis voilà, comme ils sont assez proches de nous géographiquement, nos conférences sont lieu à la Kinderstube essentiellement. Puis eux, ils sont près de l'Arsenal.
Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas essayer de collaborer, faire des conférences chez eux pour justement aller encore plus vers le public en ville. Ouais. Et donc voilà, accessoirement, comme ils sont aussi très impliqués, très engagés, c'était aussi assez logique de les contacter, en tout cas pour essayer de collaborer avec eux. Alors les thématiques des conférences sont extrêmement diverses. Ça a été aussi un gros travail, j'imagine. Alors ça a été un gros travail. Effectivement, il y a énormément de brainstorm là derrière, parce que finalement, on s'est posé aussi des questions par rapport à ça, vous pouvez critiquer, mais justement l'engagement auprès des jeunes. On a souvent entendu mais les jeunes ne s'engagent plus. Alors déjà, qui sont les jeunes? Qu'est-ce que ça signifie vraiment être engagé? En discutant aussi un petit peu autour de nous, j'ai eu des échos comme par exemple, vous pourriez inviter une maman elle est engagée aussi. Il y a aussi des papas au foyer qui le sont. Mais pour finir, en fait, il y a une espèce, dans les discussions, il y a tout à coup quelque chose qui va émerger. Et puis, on en parlera après aussi, pourquoi le choix avec un professionnel des pompes funèbres. Mais et puis après, c'est aussi un peu le hasard, ce sont nos envies. Pourquoi est-ce qu'on a invité Alaya, Caroline Anchaud, etc. Et on y va aussi beaucoup avec des coups de cœur, avec des envies. Voilà. Alors le cycle, il a commencé en octobre déjà, le 10 octobre, c'était un café scientifique? Tout à fait, ouais, c'est une collaboration avec l'Uni de Fribourg, et notamment Farida que je salue. Et donc en fait, on voulait commencer aussi avec un angle artistique, et donc le 7e art, le cinéma, parler du cinéma engagé, quelle était l'utilité, la portée. Et ça permettait aussi d'aborder un autre angle. Et donc, c'était le mois passé, le 10 octobre, au Nouveau Monde. Et puis, l'autre nouveauté aussi de ce cycle-là, c'est que le cycle, en fait, il est sur 3 mois, et puis on change de lieu chaque mois. Donc, le mois passé en octobre au Nouveau Monde. Et là, en novembre, on retourne dans notre Stamm, on va dire, à la Kinderstube. Et donc, voilà, première soirée déjà qui a eu lieu en octobre au Nouveau Monde sur le cinéma engagé. Et puis la dernière, on y reviendra plus tard, elle aura lieu au café du Tunnel. Ça, c'est une première. Alors, il y a 5 rendez-vous qu'on va aborder. Et puis, on développera particulièrement celui de l'accompagnement que réalise Eric Conus par rapport aux pompes funèbres. Mais on va y aller donc chronologiquement avec le prochain rendez-vous à la Kinderstube. C'est aujourd'hui. Oui. C'est ce soir, avec Alaya ou les promoteurs du bénévolat en entreprise. Alors, imaginons que votre employeur, vous, de l'autre côté du poste, vous offre du temps sur vos heures de travail pour faire du bénévolat. C'est de la science-fiction, ça, non ? Eh ben non, c'est une réalité. Ça existe. Et puis donc, ce soir, à 19h30, 2 représentants d'Alaya seront là pour en parler. Et ce qui était intéressant, c'est que pour nous, c'était un concept qui répondait à plusieurs problématiques. Donc, d'un point de vue individuel, donc les personnes qui aimeraient s'engager mais qui manquent de temps. Au niveau professionnel, la quête de sens et le bien-être au travail, c'est des notions qui sont très actuelles. Et puis au niveau associatif aussi, notamment, les associations qui manquent de ressources ou de compétences à l'interne pour mener à bien des tâches ou des missions. Et donc le concept d'Alaya répond à ces 3 problématiques justement avec le bénévolat d'entreprise, où donc des employeurs mettent à disposition, offrent 1 heure, 2 heures, des demi-journées, voire des journées entières à leurs employés, pour qu'ils puissent les mettre à disposition justement d'associations locales ou internationales. Alors je sais pas si c'est à vous de me répondre, mais enfin moi je me demande quel est l'intérêt pour l'entrepreneur de faire ça. Il y a quand même beaucoup de termes qui sont à la mode, entreprise libérée, justement la quête de sens, le bien-être au travail. Et du coup, c'est ce genre de mesures, on va dire, par rapport à l'image de l'entreprise, c'est toujours un plus. Et puis aussi, pour le bien-être des employés, en fait, je trouve. Je veux dire, un employé heureux sera aussi un employé peut-être plus productif. Ouais. Et qui fera mieux son travail, qui sera plus épanoui. Donc c'est un tout. On passe quand même, je sais plus c'était quoi le pourcentage, mais quand même 8 heures par jour au travail. S'il y a des petits plus comme ça qui font que on a la pêche quand on se lève, quand on va au travail, et ces petits bonus qui peuvent permettre de donner du sens et puis se sentir utile.
voilà, c'est une forme d'engagement assez louable aussi, Ouais. comme toutes celles que Laure Christine a annoncées ou que Eric Conus va développer. Donc voilà, et puis surtout cet aspect justement avec un concept assez simple qui puisse répondre à ces problématiques des personnes qui veulent s'engager, d'associations qui manquent de ressources, compétences. On trouvait ce pont assez fantastique, et puis d'où le fait de consacrer aussi une soirée par rapport à ça. Alors, on a un entrepreneur avec nous, Eric Conus. C'est une notion que vous connaissez, le bénévolat au travail ? Oui, alors c'est assez marrant parce que justement avec mes collaborateurs, enfin mes employés, il y a quand même une bonne part de bénévolat de leur part aussi. Quand on s'occupe d'une famille et que des fois une personne toute seule, une grand-maman toute seule, des fois nous lance un petit coup de fil et trouve une excuse pour qu'on aille la trouver. Donc il n'y a pas de restriction au niveau de mon personnel, ils y vont volontiers, c'est très volontiers que je leur laisse prendre du temps pour aller boire un petit café avec cette personne et que ça lui fait du bien. Donc ça va plus loin que le travail strictement réglé. Ok, bien. Donc ça, c'est à partager ce soir à l'AIA, où les promoteurs du bénévolat en entreprise, avec le cofondateur d'Alaya, justement. Voilà, le cofondateur, et puis il y aura aussi Grégoire qui s'occupe des partenariats avec les associations. Très bien. Le mardi suivant, sera le 13 novembre. Alors là, attention, le titre. Attention les vélos. Liberté, responsabilité et droits fondamentaux, une grammaire démocratique pour tout engagement. À vous la parole. Alors Christine, comment on peut résumer ça ? Alors, déjà peut-être juste notre intervenant, ça sera Patrice Meyer-Biche, qui est docteur en philosophie, et puis il est président de l'Observatoire de la diversité des droits culturels et coordinateur de la chaire UNESCO à l'Université de Fribourg. Alors peut-être avant de présenter directement la conférence, je vais juste donner quelques mots-clés pour nos auditeurs qui sont interpellés par ce titre. Les mots-clés, c'est dignité humaine, bien commun, la liberté, mais plutôt l'éco-liberté, l'éco-responsabilité. Et puis un concept qui est aussi important, c'est le lien, la porosité entre l'individuel et le collectif, en fait. Les droits universels, les droits de l'homme, ça représente le tissu de l'humanité, le tissu des actes de l'humanité. Donc quand je m'engage, moi, quand je dis non ou quand je dis oui à quelque chose, je le fais certes pour moi, mais je le fais aussi pour la collectivité, en fait. Et puis, donc on va parler, en fait, de ce qu'il a observé. Ça sera une conférence qui sera plutôt avec une discipline abordée sous l'angle de l'éthique et de la philosophie. Quand on parle d'engagement, là, justement, on parle de l'ensemble, de la globalité des responsabilités, de nos responsabilités à l'égard des droits et des libertés des autres. Et puis justement, il y a ce triangle entre liberté, responsabilité, co-responsabilité, et puis les droits fondamentaux, les droits humains. Donc là, c'est vraiment finalement très basique. C'est par rapport à notre engagement, à nous, par rapport aux autres. Exactement. Sur cette planète. Voilà. Et puis la force de notre engagement, la force de mon engagement, avec aussi on peut avoir des images de personnes célèbres, des anonymes, des gens qui se sont mobilisés. Et puis peut-être aussi ça va être une réflexion sur moi, qui suis-je aujourd'hui, et grâce à qui dans le passé est-ce que je peux être qui je suis maintenant. Donc ça va donner pas mal, j'imagine, de réflexion intérieure et introspective au public qui sera là. Hein. Voilà, exactement. Peut-être que je l'ai pas souligné aussi en début d'intervention, mais c'est vraiment les conférences. Nos conférences sont des conférences débat, donc vraiment c'est important que le public réagisse et puis soit son esprit critique. Exactement, qu'il forge son esprit critique, qu'il pose des questions. On a vraiment on offre en fait la possibilité au public de pouvoir discuter avec des experts. Donc il y a cette proximité, il y a un apéritif aussi après les conférences. Donc on peut continuer le débat à ces moments-là. Donc il y a vraiment l'idée d'échange. Absolument, oui.
Super. Et puis, le troisième rendez-vous à la Kinderstube, ce sera le 20 novembre. Et là, ça va concerner le couple, la famille, les enfants, avec cette question vers une obsolescence programmée. Alors, c'est vrai qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On n'en est plus tellement là dans notre société aujourd'hui. On va discuter un petit peu de ce que devient le couple, la famille. Donc voilà, ce sera ça le 20 novembre avec Caroline Anchaud, une spécialiste en la matière. Et puis c'est vrai que quand on regarde autour de nous, les couples qui divorcent assez rapidement après leur mariage. La configuration de la famille a pas mal changé. C'est vrai que les phrases bateau à la fin des comptes d'antan, oui. elles ont bien vécu en 2018 et puis on trouvait important justement d'aborder l'aspect du couple, la famille et des enfants. Typiquement, il y a aussi pas mal de couples de plus en plus de couples qui ne veulent pas d'enfants. Oui. C'est un choix. Ça a l'air un peu plus accepté aujourd'hui, mais et encore, Madame Anchaud va en parler, mais il n'y a qu'à faire le test autour de nous. En fait, quand des couples affirment leur choix de ne pas vouloir d'enfants, gros yeux, mais c'est égoïste, c'est responsable, etc. Ouais. Mais après, c'est vrai que la question peut se poser aussi à l'inverse. Est-ce que vouloir des enfants aujourd'hui en 2018, c'est un engagement en vie déjà, faut le souligner. Est-ce que aussi c'est pas aussi irresponsable que d'en vouloir, avec la surpopulation, etc. C'est à titre individuel, encore une fois, c'est intéressant, mais ça peut aussi avoir des portées au-delà du cercle, collectif. Ouais. Donc il y a ça. Donc voilà, le couple, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est un travail finalement d'être en couple? C'est une vision commune. Qu'est-ce qui fait qu'un couple marche? Je veux dire aussi à l'époque, les couples se mariaient entre guillemets pour la vie. Là, la durée des couples varie. Puis apparemment, il y a un cap. Le cap des 7 ans n'est pas un mythe. Pareil, Madame Anco va en parler. Ça. Mais le cap des 7 ans est assez marquant. Ouais. Et après, je n'affirme pas que quand on passe le cap des 7 ans, après, c'est réglé, quoi. Mais elle a des informations, des statistiques par rapport à ce fameux cap des 7 ans. Dans une relation et puis. Mais je rebondis sur le couple parce que c'est extrêmement intéressant ce que vous disiez, Ibrahim, c'est qu'à l'époque de nos grands-parents, on se mariait, point final, et puis après on prenait tout ce qui venait avec. Et aujourd'hui, le couple c'est devenu un investissement, de la réflexion. Qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on partage. C'est vraiment comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est devenu une tâche, un travail, quelque chose qu'on doit tous les jours entretenir. Ouais. Bon, oui, bien sûr, volontiers, Victonus, absolument. Ça m'interpelle. Une fois, c'était une dame qui a perdu son mari, puis elle avait passé 60 ans de mariage avec lui, et je l'ai félicité, que c'était vraiment remarquable à notre époque. Mais elle me dit, vous savez, moi, je suis d'une génération où on répare les choses, tandis que maintenant, on jette. Ouais. Voilà, petite parenthèse. Ouais, c'est tout à fait. On est toujours dans la génération Kleenex un peu. On utilise et on jette. Donc, est-ce que c'est la fin de la famille telle qu'on la connaît, avec tous ces couples qui se recomposent, ça fait des familles avec des enfants multiples qui deviennent demi, semi, frères et sœurs. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'intérêt autour de cette conférence. Là, ce sera le mardi 20 novembre à la Kinderstube. On n'a pas donné les horaires, je crois que c'est 19h à chaque fois. 19h30. Vous avez des conférences, oui. Très bien. On va faire une pause musicale, messieurs, dames, et puis on va la destiner à leur Christine, puisque la chanson s'appelle Christine. C'est Christine and the Queen. Ah, puis un petit clin d'œil ici à Olivier qui se reconnaît, qui écoute ça, voilà.
Salut Olivier. Voilà, private message, complètement. On n'a aucune idée de quoi vous parlez, alors Christine, mais pas de souci. Dans un atelier. Pas de souci. On vous dit au revoir parce que vous allez nous quitter en cours d'émission. Oui, j'ai un petit engagement ailleurs. Pas de souci. Merci d'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Et puis on va continuer cet entretien d'ici quelques instants avec Eric Conus pour parler de son travail aux pompes funèbres. Le garage de l'aviation à Payerne et la nouvelle Nissan Micra automatique, un design à couper le souffle et des équipements exclusifs vous présentent Radio Fribourg. C'est que du bonheur avec Amael. On parle de l'engagement ce matin, un petit peu sous toutes ses formes. C'est la question que pose le nouveau cycle de conférences de l'association universitaire Les 4 Vents à Fribourg. L'engagement, une définition impossible. Tout à l'heure, avec Laure Christine et Ibrahim, on a déjà évoqué quelques différents sujets très larges qui ont à faire avec l'engagement. Et puis là, on va se pencher sur le métier d'Eric Conus, qui est donc entrepreneur aux pompes funèbres Conus à Fribourg. Alors, la conférence a pour titre « Il s'engage pour les morts et les vivants ». Ce sera le mardi 27 novembre. Ibrahim, quand même juste un mot, parce que c'est vrai que ça peut paraître surprenant comme choix de conférence. Comment vous avez pensé à ce métier-là, en fait ? Alors, en fait, nous, quand on prend un sujet, on aime bien le décortiquer sous différents angles. Donc, on a parlé des précédentes conférences. Donc, on a abordé le 7e art. Il y aura un angle socio-économique, l'angle de la famille et puis un angle éthique. Et puis, pour l'angle professionnel, on voulait quand même, aborder l'engagement sous un angle professionnel. Et puis, au fur et à mesure des discussions, il y a Julia du comité qui a parlé donc de Monsieur Conus. Elle avait déjà eu l'occasion de l'écouter lors d'une conférence. Et puis, on s'est dit, comme engagement professionnel atypique, il y a pas mieux. Et puis, c'est vrai que le métier de croque-mort, c'est quand même un métier nécessaire, dont on connaît pas trop. Et puis, c'était l'occasion de parler de ce type d'engagement professionnel, mais atypique. Ouais. Eric Conus, ça se dit encore croque-mort ? Rester ce terme, on préfère assistant funéraire, c'est plus soft. C'est ça un fait petit moins peu plus peur. de notre temps, effectivement. Ça vous a surpris, Eric, qu'on vous demande de venir parler de votre métier par rapport à cette notion d'engagement ? Alors non, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à connaître notre métier, qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un petit peu un métier de l'ombre, donc un peu mystérieux. Donc moi, j'ai toujours plaisir d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Ça fascine un peu les gens parce qu'il y a quelque chose d'un peu tabou, d'un peu mystérieux, d'un peu effrayant. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, Eric Conus ? Alors, ça fait 19 ans. J'ai commencé en 1999. Et alors moi, j'ai sondé un petit peu autour de moi, évidemment, en disant, tiens, je vais avoir une interview avec une personne des pompes funèbres. Et c'est vrai que les gens disent très très souvent c'est pas possible, on peut pas choisir ce métier par plaisir, par passion ou par vocation. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça et comment c'est arrivé pour vous, Eric Conus ? Alors c'est vrai qu'il y a toujours un cheminement pour pouvoir y arriver. Donc moi j'avais très peur de tout ça. Hein. Je voyais un corbillard, je changeais de trottoir. Hein. D'accord. Ah ouais. C'est pas un bon début. Et puis non, alors j'étais terrifié. Par contre, alors, c'est arrivé tout bêtement. C'est en 1997, j'ai connu une dame, une personne âgée que j'affectionnais beaucoup. Et puis on lui a déclaré un cancer. Et puis là, j'allais la trouver à l'hôpital. Et puis elle m'embêtait toujours, elle voulais pas venir boire de café à la cafétéria. Je dis, mais un jour, je me suis énervé, je dis, mais pourquoi tu me fais ça ? Il me dit, ouais, mais tu sais, ils savent pas me coiffer. Alors je lui ai dit, écoute, donne-moi un peigne et puis je vais essayer de te coiffer. Puis elle a dit, cette fois, je peux aller à la cafétéria. Ouais. 6 mois après, cette dame décède. Et c'est là, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, je vais aller me recueillir. C'est une personne que j'ai aimée, que j'ai connue. C'est pas des monstres, finalement. Donc j'ai pris la peine d'aller à la morgue pour lui rendre hommage. J'ai pu mettre ma main sur sa main. Et puis, quand je l'ai regardée, j'ai dit, mais si elle pourrait me parler, elle me dit, mais ferme-moi cette porte. Je n'ai pas coiffé juste. Et en sortant de cette morgue, j'ai dit, pourquoi que je ferais pas ça ? Ouais. C'est grâce à cette dame que je suis arrivé à ça. Mais ça a été tout à coup très instinctif, très... Après, il y a aussi l'effet de la cérémonie. Quand ils lui ont fait la cérémonie, il y a aussi tout ce respect, tout...
tout cet hommage qu'on rend à une personne qu'on a aimée, et je crois que c'est important. Ouais. Et puis ça m'a dit, vas-y, démissionne, démarre, forme-toi et vas-y. Ouais. Et vos peurs, elles se sont envolées très vite. Ouais. C'est quand on n'est pas confronté, il y a ce mystère, il y a toutes ces choses cachées, ces choses qui font peur, la télévision, et puis quand on est confronté, c'est des gens qu'on aime, et puis on a envie de s'en occuper, qu'ils partent dignement. Alors, vous êtes d'accord de nous décrire votre métier dans les grandes lignes, parce que finalement, ça concerne beaucoup de choses. Oui, alors, c'est un engagement quotidien, c'est qu'il faut être disponible. On peut nous appeler à n'importe quelle heure. Des fois, on a un délai d'intervention si c'est à l'hôpital, donc on peut faire rendez-vous dans les heures qui suivent. Si c'est un décès à domicile, il faut intervenir tout de suite. On ne peut pas laisser une famille ou la police devoir attendre trop longtemps. Il y a l'engagement aussi de régler toutes les formalités aussi pour les familles. Parce que là, ils sont vraiment complètement perdus, ils ne savent pas à quel bureau il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi donc l'engagement d'organiser la cérémonie, de réserver l'église, de retrouver un célébrant et de planifier toute cette organisation. Donc c'est pas une mince affaire. Non, j'imagine. Ouais. Et alors j'imagine plus particulièrement quand un décès arrive subitement, on est complètement désarmé. Là, vous êtes vraiment un soutien, le premier soutien. Tout à fait, on est les premiers sur place. Alors, comme hier, on a dû intervenir pour un arrêt cardiaque à domicile, donc c'est clair qu'il faut arriver tout de suite. Alors bien sûr, il y a l'ambulance en premier, qui essaye de réanimer, qui sont aussi formés pour soulager les gens quand c'est fini. On doit leur annoncer qu'ils peuvent plus rien faire et puis qu'ils vont faire appel aux pompes funèbres. Alors après, c'est clair, quand on arrive sur place, les ambulanciers doivent quitter les lieux, c'est nous qui prenons le relais, doivent les rassurer, de les encadrer. Ouais. Ça doit demander une spontanéité toute particulière d'arriver directement dans cette situation. Vous connaissez pas les gens, vous connaissez pas le contexte. C'est vrai que on arrive, il faut tout de suite sentir les gens, il faut la capacité de sentir qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, ce qu'ils ont besoin, quelles réponses ils ont envie d'entendre en premier, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux. Comme là, des fois, il faut pas non plus, comme s'il n'y a pas la police qui se déplace, il n'y a pas d'enquête, donc on a aussi le temps. Mais le principal, c'est qu'on soit sur place. Après, qu'on prenne le temps de faire les choses. S'il y a une sœur qui habite pas à proximité, qu'on doit l'attendre, qu'elle veut venir se recueillir au domicile et non pas à la morgue. Donc on fait en sorte que le corps soit plus ou moins préparé. On le met sur un lit peut-être, au lieu de le laisser au milieu du salon pour qu'il puisse venir dans de bonnes conditions. Il faut que les choses passent en douceur. C'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. On est peut-être maladroit parfois au départ. Au départ, c'est clair que c'est pas évident. On n'est pas confronté à toutes les situations. Chaque deuil est différent. Chaque famille réagit différemment. On apprend toutes les semaines dans ce métier. Alors c'est vrai il faut s'adapter. Il faut avoir la capacité de s'adapter, de comprendre, de sentir les choses. Et puis quand on a un doute, on faut pas se gêner de poser des questions à la famille, pas d'imposer des choses. Il y a des gens qui vous témoignent souvent leur reconnaissance d'avoir été là et d'avoir trouvé les mots. Oui, souvent on reçoit vraiment des jolis emails, des jolies cartes en retour. C'est vraiment super gratifiant, vraiment. Alors, au niveau de votre quotidien, comme on disait tout à l'heure, puisque ça paraît impossible aux gens de naturellement évoluer dans ce milieu-là, vous côtoyez la mort tous les jours, la perte, la douleur des familles. C'est difficile, c'est pesant? Alors c'est vrai qu'il y a des moments, c'est émotionnellement dur, c'est pas évident de voir des gens dans le chagrin au quotidien. Après, ça s'apaise en voyant qu'on leur a apporté quelque chose, qu'on a pu faire quelque chose pour les apaiser, pour apporter du bien. Ça fait... Des fois, quand on va voir une famille, ils nous disent papa est décédé à l'hôpital, mais c'est fermer le cercueil, on veut plus le voir. Après, on insiste en disant mais vous savez, quand il sera préparé, il sera rasé, coiffé, il sera de nouveau habillé comme vous l'avez vu avant son hospitalisation. Et une fois qu'ils arrivent, ils disent oui, vous aviez raison. Alors on s'imaginait pas qu'on pouvait retrouver notre papa comme on le connaissait avant. Donc avec du maquillage, et c'est important de prendre congé des gens qu'on aime quand même dignement. Et pour vous, c'est important aussi de sortir de ça avec des choses très différentes en dehors de votre métier? Alors, je fais pas de choses mirobolantes en dehors de mon métier. J'aime bien me reposer, je me balade un petit peu, mais j'ai pas de
de choses pour décompresser et autres. Après, je veux dire, on reste pas fixé sur un deuil éternellement, parce qu'on doit chaque fois repasser à une autre famille, et il faut se concentrer tellement à 100% sur cette nouvelle famille que les souvenirs s'estompent. Ouais. Et voilà. Et puis, il faut surtout pas garder aussi les images violentes. Ouais. Voilà, il faut en premier être là pour les familles et de partager un moment avec les proches. Donc, Pas rester fixé à des corps accidentés, abîmés. Faut pas rester là-dessus. Donc finalement, on s'habitue. Alors, la vision des choses, on s'habitue, oui. Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est vrai que c'est l'émotionnel. Alors, des fois, le soir, on essaye de regarder un film et puis, mine de rien, ta coup paf, ça revient. Ouais. Il y a la discussion avec l'épouse, les enfants qui nous reviennent. Qu'il y a des situations quand même des fois difficiles et tristes. C'est sûr. Vécu des gens, ouais. C'est sûr. Votre relation à la mort, elle a changé. Est-ce que la mort, c'est devenu une amie, une présence? Alors, c'est vrai que j'ai conscience au quotidien qu'on n'est pas éternel. Là. Peut-être contrairement à d'autres personnes qui disent c'est pas d'actualité, on n'y pense pas. Mm-hmm. Moi, j'y pense tous les jours que demain, peut-être je suis plus là, quoi. Mm-hmm. Que demain mes proches sont plus là non plus. Donc c'est vrai qu'on voit les choses différemment. Mais on n'est pas terrorisé dans le sens où moi j'ai bien conscience que c'est qu'un passage qu'on fait ici. Un passage avec, comme je peux voir, avec beaucoup d'épreuves surtout. Toutes les familles qu'on voit, tout le monde a eu des épreuves. C'est peut-être là, ici sur Terre, qu'on fait nos preuves pour après évoluer dans un monde meilleur et dans le bonheur. Alors ça nous amène vers les croyances ou vers les questionnements de ce qu'il y a après. Ça, c'est quelque chose dont vous discutez aussi avec les familles, ou en tout cas que vous devez respecter, j'imagine. Tout à fait. Alors, c'est clair qu'on a également une discussion avec la famille dans les convictions religieuses et éthiques aussi du défunt. Donc, on organise toutes sortes de cérémonies, que ce soit catholiques, protestantes, bouddhistes, musulmanes, juives. Donc il faut aussi connaître tous ces rituels pour pas aller à l'encontre de leur tradition. Ouais. Donc c'est super enrichissant de voir toutes ces cultures, après de voir des gens à la tête, puis de construire une cérémonie sans religieux aussi. On a 2 dames sur Fribourg qui font des cérémonies complètement laïques. Donc puis elles font des choses formidables, sans devoir parler de spiritualité, mais de choses philosophiques. Ils arrivent à faire maîtriser ça très bien. On arrive toujours à trouver une solution pour donner un dernier adieu digne. Alors, c'est vrai que là, on entend beaucoup tout ce que vous faites pour la famille, pour les entourer à ce moment-là, et on comprend bien l'engagement. Si je vous demande de nous parler de la notion d'engagement par rapport à la personne décédée, pour vous, c'est quoi? Alors déjà, c'est l'engagement du respect du corps. Ça, c'est primordial. Hein. C'est clair, quand on va avoir une famille, après on prend en charge le corps. En tout cas, c'est très important qu'on le respecte. C'est comme une enveloppe qu'a porté une âme et qu'on doit avoir un respect. Même que le corps est en attente chez nous, des fois, jusqu'à ce que les décisions se prennent. Alors tout mon personnel savent que c'est primordial. Donc la personne est installée dans un petit salon, il y a un petit coussin, les yeux doivent être fermés, les mains liées, il doit reposer comme si on installe un vivant dans notre salon funéraire. Donc c'est primordial que cette personne soit respectée. Dans la préparation d'un corps, là aussi, j'imagine que les gens ont du mal à s'imaginer tout ce que vous faites et comment ça se passe. Ça doit se passer avec un immense respect. Oui, alors tout se passe en douceur. Il y a des gens qui ont peur, ils disent mais le corps est rigide, ils vont devoir casser. Alors il faut vraiment s'enlever tout ça de la tête. On fait presque un travail de physiothérapeute. Voilà, pour que les membres soient nouveaux mobiles. On fait un petit travail de physio sur les bras, les jambes. Tout redevient mobile et puis on habille la personne tout tranquillement, normalement, sans brusquer quoi que ce soit. Après aussi la partie maquillage, la partie de coiffer. Sauf qu'on essaye, si on n'a pas de photo d'un faire-part qui passe dans les journaux, on demande une petite photo à la famille pour que la personne puisse ressembler donc le plus possible à comment elle était, même si elle était malade des fois. Si la personne a maigri, on essaye de remettre un petit peu de volume au visage, vraiment qu'ils soient toujours libres pour leur dernier voyage. Et puis après, on voit vraiment que ça fait du bien en famille
de les voir. Oui, de les revoir bien, ouais. Il y a tellement eu des fois le parcours de la maladie, il y a tellement eu de choses traumatisantes pour la famille qu'ils savent en paix au ciel, mais ils voient aussi que son corps est reposé, libéré de la maladie. Ça doit être gratifiant pour vous je trouve pas de terme pour ça. D'accompagner. Non, de remettre ce corps en état et de rendre la dignité à ce corps. Ouais. De le rendre beau. Ah oui, on est fiers quand après on téléphone à la famille, vous pouvez aller voir votre papa, puis on a un retour. C'est mieux que gagner au loto. Ah oui, je peux imaginer. Ah ouais, alors. Émotionnellement, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que vous allez proposer pour cette conférence du 27 novembre ? Comment ça va se passer ? Alors ça ira, je pense, assez spontanément. Les choses, elles viennent naturellement, je pense. Après, on va expliquer l'engagement, donc l'engagement éthique, l'engagement aussi face aux croyances, aux convictions des familles et des défunts, l'engagement également peut-être de comprendre. Après, l'engagement aussi des fois du désengagement peut-être. C'est aussi un désengagement de certaines familles. Ils se désengagent complètement. Alors des fois, il faut concilier. Après, il ne faut pas juger. Il y a des raisons qu'il faut pas. On ne doit pas rentrer dans une polémique. Mais on s'engage aussi des fois par rapport aux amis. Oui. Voilà, une famille qui ont eu une relation conflictuelle avec peut-être un fils, un papa. Mais derrière, il y a des amis qui ont besoin aussi de certaines choses. Alors, il y a aussi ce bénévolat des fois de penser aux autres gens qui ont apprécié le défunt. Ouais. Vous devez être très psychologue aussi, à quelque part. Oui, alors on se forme avec les années, c'est de l'auto-formation. C'est de l'expérience, c'est ça. Après, on va aussi parler peut-être de l'engagement, de l'accompagnement antemortem, comme par exemple des gens qui vont partir avec Exit, qu'on va devoir rencontrer. Alors il y a aussi tout un engagement aussi d'expliquer avec ces gens. Il y aura beaucoup, ça va venir spontanément, je pense. Et les gens auront beaucoup de questions, j'imagine. Puis il y a tellement de thèmes, j'espère qu'on aura assez de temps. Mais c'est vrai, il y a aussi quelque chose qui devient entre guillemets à la mode, c'est la prévoyance funéraire, de tout préparer pour que ça se passe bien, etc. Donc il y aura beaucoup de thématiques. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir trouvé les mots. C'était pas forcément facile pour moi de les trouver aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Amael, c'est gentil. Conus. Et puis, on vous retrouve donc le 27 novembre à 19h30 à la Kinderstube pour cette conférence. Il s'engage pour les morts et les vivants. On fait une courte pause musicale et puis une petite dernière partie pour le dernier sujet. On va retrouver Ibrahim dans quelques instants. Le garage de l'aviation à Payerne et la nouvelle Nissan Micra automatique, un design à couper le souffle et des équipements exclusifs, vous présente Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Amael. Dernière partie de cette émission consacrée à l'engagement, la thématique du cycle actuel de conférences de l'association Les 4 Vents de l'Université de Fribourg, avec plusieurs rendez-vous qu'on vous a donnés tout au long de l'émission. On va retrouver Ibrahim Nimaga, qui est membre du comité, pour nous parler du dernier rendez-vous dans un lieu que vous inaugurez, puisque c'est la première fois que vous faites une conférence là-bas. C'est le tunnel, et ce sera le mardi 4 décembre, Ibrahim. En effet, on se réjouit beaucoup de collaborer avec eux et puis d'avoir notre dernière soirée là-bas. Surtout qu'en fait, le thème colle assez bien avec l'esprit du lieu, le côté social, parce qu'on va parler des proches aidants, situation de proches aidants. Et donc, ce sera une soirée en fait sous forme de regards croisés avec 2 intervenants. D'abord Sandrine Pillet et puis Bernard Schumacher. Et du coup, en fait, ils apporteront en fait une casquette assez complémentaire. Donc, Sandrine Pillet plutôt un aspect factuel. Donc voilà, à base d'études, de chiffres, assez détaché en fait les situations émotionnelles, on va dire. Et puis, Monsieur Schumacher, lui, il apportera plutôt un œil un peu éthique, en fait. L'inversement des rôles. Voilà, quand on donne de soi et de son temps pour s'accompagner d'un proche aidant, quand on choisit du coup de s'engager auprès d'un proche, etc. Donc
voilà, c'est un peu le thème, le sujet de cette dernière soirée au tunnel. Alors c'est vrai que moi j'ai très souvent entendu parler des proches aidants par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce que c'est vrai que c'est très lourd d'entourer une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Là ça va élargir le spectre, j'imagine. Et puis sur votre flyer il y a un chiffre, une personne sur 4 est un proche aidant. Oui, d'ailleurs, il me semble que le statut de proche aidant a été reconnu il n'y a pas très longtemps. Je crois que d'ailleurs les personnes qui ont ce statut reçoivent une petite aide. Je ne sais plus si c'est de la ville ou du canton. Mais voilà, c'est intéressant dans la mesure où souvent une image qui me revient en fait à l'esprit, c'était pareil. D'antan, il y avait une cohabitation intergénérationnelle. Il y avait des parents, grands-parents, enfants qui cohabitaient sous le même toit. Du coup, il y avait naturellement en fait des interactions, de l'aide quand il y avait besoin. Maintenant, c'est plutôt par la case OMS, etc. Donc, les personnes qui prennent cet engagement, voilà, de s'occuper de leurs proches, c'est intéressant justement de s'attaquer à la thématique. Et puis parce que je pense qu'on sort pas indemne de cette situation-là, et donc du coup avoir des œils externes pour appréhender un peu la situation de proche aidant, d'un œil factuel et puis d'un œil un peu éthique, c'était intéressant. Puis c'est aussi un peu en lien avec le métier de Riconus, accompagner les personnes. Tout à fait. Alors moi j'ai vécu un petit peu ça l'année passée, où j'ai perdu mon papa, et puis c'est vrai qu'il voulait pas du tout aller à l'hôpital New Home, donc jusqu'à son dernier souffle, avec ma maman, mes 2 sœurs et moi-même, on s'est occupé vraiment de lui à domicile. Moi je me suis occupé de la partie plus récréative, d'essayer de sortir un petit peu. Oui. Ma maman et mes sœurs des soins, particulièrement Dominique, que je fais coucou, c'est le matin, qui a fait un travail formidable, d'accompagner au docteur à l'hôpital, faire les allers-retours. On a vécu un petit peu ça, aussi, ouais, vraiment, on a exaucé son souhait. On est un proche aidant. On retrouve l'engagement sur tous les plans. Messieurs, les informations arrivent. Je vais renvoyer tous nos auditeurs sur le site www.les4vents4 en chiffres, les4vents.ch pour retrouver toutes les dates de ces conférences autour de l'engagement. Ibrahim Nimaga, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci pour l'accueil. Merci aussi. Eric Conus, entrepreneur aux pompes funèbres Conus, merci infiniment pour ce témoignage. Très belle journée à vous. Vous aussi. Au revoir.